Congolais, lèvons-nous, unissons-nous et bâtissons notre cher et beau pays. Alléluia. Bayama tokatisa bambonge bibale tala nzambe ya telemi po asala tokanga ekuke na satan yokesi tozalaki loko makasi mpo na bomoko tozalaka nango awa tokomi oboma bondeko bendela kongo nde ezokweya soboilelo oyo mongo na kota apanza fondation totonga elongo kongo ya lelo esengilisanga topesa na maboko totonga elongo. Radio Télé. Chers téléspectateurs de la radio-télévision Zoé, bienvenue dans l'émission Le Congo, mon pays de séjour. Vous êtes nombreux auditeurs aussi, surtout vous qui nous suivez en modulation de fréquences. Je parle de la radio partout, vous êtes là à nous suivre en ce moment. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 avril 2021. Je vous dis encore bienvenue dans votre émission Le Congo, mon pays de séjour. Devant le microphone, c'est votre humble et habitué serviteur Motoya Bato, Junior Ifoufa, qui vous parle de l'histoire de votre pays, l'historien chrétien que je suis. Nous sommes aidés de l'autre côté de la régie radio. Nous trouvons l'ingénieur, l'homme en lunettes, Michel Matela. C'est lui aussi qui a assis la réalisation de cette émission que vous aimez tant. La régie radio, c'est Rifin Bolol, qui a toujours été de l'autre côté. Chers téléspectateurs, auditeurs, partout où vous nous suivez, la fois passée, nous avons essayé de parler en ce qui concerne les dessous de cartes de la chute de Mobutu. Mobutu qui a dirigé ce pays pendant au moins 3 décennies. Nous avons essayé de parler la fois passée des dessous de cartes de sa chute. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer que les grands léopards venaient à tomber comme ça, comme un petit papier. C'était pas facile. Et la fois passée, nous avons essayé de voir les méandres, tous les contours de cet événement, et on avait compris quelque chose. Mais aujourd'hui, le Congo, mon pays de séjour, aborde un sujet toujours dans le cadre, le même thème, la chute de Mobutu. Nous parlons aujourd'hui de la chute de Mobutu, mais le déroulement de ce conflit. C'est ce que l'on appelle communément le commun des mortels, les Congolais lambda, connaissent cet événement, cette guerre sous le nom de la guerre de l'AFDEL. Mais on parle de la première guerre du Congo. Dans la guerre du Congo, il y a la première et la deuxième. Maintenant, on parle de la première guerre du Congo. C'est cette guerre qui a mené Joseph Laurent Désiré Kabila, voulais-je dire, à prendre le pouvoir. C'est ce que les gens appellent la guerre de l'AFDEL. Ils n'ont pas aussi tort, mais les noms officiels, c'est la première guerre du Congo. En fait, pour essayer de, comme je l'ai toujours dit, cette émission est beaucoup plus pédagogique. La fois passée, chers auditeurs, nous avons essayé de voir comment Laurent Désiré Kabila avait été désigné porte-parole de l'AFDEL, parce que ce n'était pas son mouvement. Et je vous ai dit que le point de départ la fois passée, je vous ai dit, était la rencontre, la réunion qui avait eu lieu à Kigali, au bureau de Jam Kabarembe. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Ils étaient là, Joseph Kabila, ils étaient Diokrasias Bouguera, ils étaient là. C'était au bureau de Jam Kabarembe, et je vous ai dit, c'était la rencontre, la réunion qui n'est jamais eue, la réunion qui a consacré la descente aux enfers du pays de Lumumba. Après, nous avons aussi vu que l'AFDEL a été créé le 18 avril 1996. Après 18 avril 1996, nous avons vu la fois passée que les accords de l'Emera ont eu lieu le 23 octobre 1996. Et j'avais dit, sans les accords de l'Emera, en tout cas, il n'y aurait peut-être pas un autre président qu'on avait appelé ici, à tort, Laurent Désiré Kabila.
Parce que, comme historien, je n'ai jamais voulu qu'on l'appelle président de la République, mais il a été chef de l'État. Si on connaissait des causes, quand je l'ai toujours dit, que pour être président de la République, il faudrait que les pouvoirs viennent du peuple. Parce que c'est le mode d'accession au pouvoir. Quand les pouvoirs politiques ne viennent pas du peuple, en tout cas, on est dans une monarchie, une junte, où on fait un push, et lui, d'ailleurs, qui était un rebelle, c'était un coup d'État, et je ne pense pas qu'on pouvait l'appeler président de la République, les noms ne lui ressemblent vraiment pas. Aujourd'hui, nous continuons dans le même cadre de notre mission, le Congo, mon pays d'aujourd'hui, qui parle de la chute de Mobutu, donc le déroulement des conflits. Nous ne serons pas très longs, mais seulement, il est important que nous puissions retenir les étapes importantes de ces conflits qui a mené Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Mais ce qui m'étique, il y a une question qui me taraude dans l'esprit, qui me taraude, c'est que le fait de savoir, de se comprendre la célérité avec laquelle les mouvements de Laurent Désiré Kabila a pu gagner Kinshasa dans un pays aussi titanesque et élevantesque comme le Congo. La question que l'on se pose de savoir, est-ce que ces rebelles avaient été héliportés? Est-ce qu'ils vont rester à vol d'aigle ou quoi? Je ne sais pas. Vous allez comprendre ce que ma crainte à ce niveau-là est vrai, vraisemblablement, n'aurait été le secours des Ougandais, les Rwandais, les Angolais, et on croit durement que Laurent Désiré Kabila pouvait gagner ces paris. Le Congo, mon pays qui traite aujourd'hui de la chute de Mobutu, et quand nous parlons de la première guerre du Congo, là nous sommes les années 96-97. Chers élèves finalistes, vous préparez les examens d'État. Aujourd'hui, vous venez de faire la prédissertation. Ce sont des choses qui sortent souvent à l'examen d'État. Et ça, c'est la culture générale. Ça concerne tout le monde. Le général de Gaulle disait un jour, la culture générale est la véritable école de formation des cadres. Et ça, c'est la culture générale. 1996, 1997. Nous sommes là. Mais la première guerre du Congo, l'avion nous dit, c'est cette guerre qui a mené Laurent Désiré Kabila au pouvoir en chassant Mobutu. Ça, c'est de la manière la plus résumée. Et cette guerre, qui a occasionné des massacres inouïs de la population, vous connaissez le principe de Laurent Désiré Kabila qui disait, la guerre sera longue et populaire. Et là, dans un de mes essais scientifiques, j'ai écrit un livre qui est intitulé La frénésie d'un soldat congolais. J'ai utilisé un principe que je n'aime vraiment pas. On dit, qui tue une personne est un assassin, mais qui en tue des milliers est un héros. Aujourd'hui, les Koulouna, qui tue une personne, il est assassin. On l'arrête, on le jette dans les gouffres. Mais Laurent Désiré Kabila en avait tué combien? Et il est héros national. Qui tue une personne est un assassin. Qui en tue des milliers est un héros. L'histoire se répète. Cette guerre qui a occasionné la descente en enfer du pays, c'est une guerre qui s'est déroulée avec une vitesse énorme, à tel point que les choses commenceront. Le 18 octobre, le 8 octobre, voulais-je dire, le vice-gouverneur du Nord Kivu, dans cet état-là, il va donner un ultimatum aux camarades de Banyamulenge. Tout au long de nos émissions, on a toujours parlé de Banyamulenge. Ce n'est pas en vain, parce qu'ils sont attachés au malheur du peuple congolais, à ce que l'on souffre aujourd'hui. Loin de moi l'idée d'une quelconque haine ou encore de la xénophobie, mais en fait, on ne peut pas triquer l'histoire. Nous disons les choses telles quelles. Et alors, ces Banyamulenge, contournant l'ultimatum qui leur avait été donné par le vice-gouverneur de quitter la ville ou la mort, 2 jours avant, ils vont attaquer alors la cité de Lemera. Ils vont attaquer la cité de Lemera et massacrer tous les malades à l'hôpital de la cité. Il y en a qui appellent Lemera la ville, je ne suis pas contre, mais en fait, ils attaquent la cité et ils massacrent tous les malades à l'hôpital. Pourtant, les hôpitaux, les écoles,
les églises sont les endroits où, pendant des conflits pareils, les populations s'y campent pour y trouver refuge. Malheureusement, pour les Banyamulenge, ils n'avaient même pas ces sentiments qu'est-ce que je peux appeler d'empathie, des soucis. Que nous sommes ici à l'hôpital, ils sont d'abord malades parce que personne ne peut pas venir à l'hôpital s'ils se sentent très bien. Et ils vont les massacrer. Et c'est ce qui va vraiment dégénérer en conflit armé. Qui était derrière ça? Vous allez voir les noms de Laurent Désiré Kabila. Nous avançons, mesdames et messieurs. La première étape de ce conflit, puisque nous parlons là, nous allons voir d'abord la prise d'Ouvira. La première étape de ce conflit, je vous dis, après l'attaque de la cité de Lemera, vous allez voir Ouvira, qui sera rapidement entre les mains du mouvement AFDL. Ouvira tombe. Mais Ouvira tombe. Après Ouvira, nous allons voir comment Bukavu va aussi tomber. Le 18 octobre, je vous ai dit, l'AFDL est fondée le 18 octobre. De quelle année? 1996. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous qui nous suivez devant vos écrans, vous allez voir dans les éléments qui sont en train de passer, comment un groupe de personnes fait face à la frontière une éruption totale, une violation flagrante de la souveraineté de la nation, où les Rwandais envahissent la frontière de la RDC. Et là, c'était avec ce qu'on appelait l'opération turquoise. Cette opération turquoise, et là vous voyez les rôles des Français qui sont maintenant accablés par la communauté internationale dans les rôles dans les génocides rwandais de 1994. Et je vous ai dit la fois passée que la décennie 90, l'année 90 est connue comme l'année de la démocratie. Cette fois-là, j'avais parlé des primes à la démocratie avec le discours de la Bolle, de François Mitterrand et les perestroïka de Mikhail Gorbatchev. J'avais dit ça. Alors, après que l'AFDL est créé le 18 octobre, vous allez voir que la prise d'Ouvira, toujours en 96, Ouvira tombe le 25 octobre. Je vous ai dit le 23 octobre, c'est la création, ou encore j'ai dit, la tenue des accords de Lemera, ces accords secrets. Chers téléspectateurs, avant de continuer, je vous donne d'abord mes coordonnées. Il y en a qui les ont déjà. Mes numéros de téléphone. Junior Ifoufa, l'historien chrétien. Vous pouvez taper ces matchs Junior Ifoufa dans tous les réseaux sociaux. Tapez sur Facebook Junior Ifoufa, vous allez voir. Instagram Junior Ifoufa. Twitter Junior Ifoufa. Pour poser vos questions avant, pendant et après cette émission. Et même mes numéros de téléphone dans lesquels vous pouvez poser vos questions par texto s'il vous plaît, pas d'appel. C'est 085 45 19 130. Je reprends pour Orange 085 45 19 130. Vodacom 081 77 66 300. 081 77 66 300. Envoyez seulement des textos pour participer, commenter, argumenter, contribuer, poser une question. Donc, ce sont nos coordonnées. Le 23 octobre, accord de Lemera. Le 25, Ouvira tombe. Combien de jours? 2 jours. Et quand Ouvira tombe le 25 octobre, le 29, c'est le tour de Bukavu de tomber. Voilà un peu. Je vous ai parlé de la célérité avec laquelle les opérations se poursuivent. Le 23 octobre, donc 18 octobre, création de l'AFDL. Le 23 octobre, accord de Lemera. Le 25 octobre, Ouvira tombe. Le 29, Bukavu. Donc, ce qui veut dire que Kabila avait une force qui dépassait l'armée loyaliste, les phases, forces armées zaïroises, dans ces temps-là. Mais ce qui est dingue, c'est que, dans tous ces temps, Mobutu continue à sous-estimer Laurent Désiré Kabila.
pensant qu'il se contenterait de piller seulement les riches provinces de l'Est pour se procurer des coltans, et ainsi de suite. Mais, tout à l'heure, la fois passée, je vous ai dit que les accords ont été signés pour que ces partenaires aient une rétribution. Et dans les accords de l'Éméra, je vous ai lu la fois passée un article, quelques articles, 4-5 par exemple, où dans ces accords, Laurent Désiré Kabila et ses coéquipiers promettaient une rétribution spéciale aux alliés en cas où ils remporteraient la victoire. Chose dit, chose faite. Et nous avons vu comment Djam Kabarembe, qui est noir si blanc, des pères des mères rwandais, a été directeur de cabinet d'un chef de l'État congolais décent qui est aujourd'hui par surcroît héros national. Djam Kabarembe, le Rwandais, a été directeur de cabinet. Une rétribution. Je vous ai parlé la fois passée comment le Burundi, qui n'a pas les coltan dans son sous-sol, en devient le premier producteur mondial de coltan en 2018. Donc, les choses se sont passées à tel point que le Congolais lui-même est croupi dans la misère pendant que ces diamants, ces cuivres, ces coltas sortent par la frontière toute poreuse de l'Est pour alimenter ailleurs. Et dans les émissions précédentes, quand j'ai parlé des tracés des frontières, je vous ai montré, voilà l'image réfugiée de Djam Kabarembe. Quand j'ai cité Djam Kabarembe devant les écrans, vous qui nous suivez devant vos postes de téléviseurs, vous allez voir Djam Kabarembe, le jeune officier qui est aujourd'hui, je le rappelle, il est aujourd'hui chef d'état-major du Rwanda. Donc, c'est terrible. Nous continuons. Maintenant, la bataille de Kisangani. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, équatoriens, chers intellectuels, nous savons que c'est ce qu'on appelle dans la terme de la rhétorique universitaire congolaise, on parle du triangle universitaire. On parle de Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Il a pris Uvira, il a pris Bukavu dans l'intervalle de quelques 4-5 jours. Maintenant, Afdel amène son offensive vers la ville de Kisangani. Kisangani tombe aux mains de Laurent Désiré Kabila le 15 mars 1997. Mais avant d'arriver à l'année 1997, déjà au mois de décembre 1996, Mobutu se rend compte de la gravité de la situation, va alors nommer le général Maëlle Lieko comme chef d'état-major des armées. Pourtant, le jeune officier Maëlle Lieko, il était l'un des rares généraux du pays, était très compétent depuis la guerre du Shaba. Mais Mobutu, narcissique qu'il était, il ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit ici en influence, quelle que fût sa compétence. Mobutu ne voulait pas du général Maëlle. Mais malheureusement, heureusement d'ailleurs, le général Maëlle fera une révélation terrible, tout à fait époustouflante, selon laquelle il aurait fait un pacte de sang avec Mobutu. Et il va rassurer au président Mobutu que ce n'est pas lui qui va le trahir, parce qu'il a avec lui un pacte de sang. Et cet argument avait convaincu Mobutu qui va finalement nommer Maëlle Lieko comme chef d'état-major. Mais il se retrouve dans une armée, dans une embryamini terrible. Mobutu, à part les phases, le DSP, Mobutu avait recruté des mercenaires qui ont été dit, il y a des Français, des mercenaires français, une centaine de Serbes qui sont des mercenaires. Mais dans le grand étonnement, chers auditeurs de la RTZ, de la chaîne qui donne la vie, chers téléspectateurs, le général Maëlle, comme chef d'état-major, n'avait pas le contrôle de ces mercenaires. Et comme qui dirait, je pense que c'est William Mario Branham qui dit, une équipe mal formée ne peut pas gagner. Et voilà, il y a eu des raisons de chute de ces régimes Mobutu, des régimes mobutiens, voulais-je dire, et on passe. Kisangani, le président Mobutu qui avait sous-estimé Kabila, se retrouve aux abois, très malade,
Il multiplie ses voyages à l'étranger, surtout pour se faire soigner aux hôpitaux français et suisses. Il était vraiment moribond, agonissant, ne sachant que faire, et se retrouvant dans une difficulté où la communauté internationale lui a tourné le dos. Et je vous ai dit qu'il a sollicité l'aide française, et malheureusement, l'aide française était liée à la démocratie, avec le discours de la Baule. Mais aussi et surtout, la situation internationale ne permettait plus à la France d'intervenir en Afrique centrale. Les États-Unis, par exemple, ne pouvaient plus tolérer, depuis les accusations, la merde que la France avait faite dans l'opération turquoise, au pays des 1000 collines. Donc ce sont des circonstances, comme un concours de circonstances, qui ont fait que Mobutu soit isolé par la communauté internationale. Parce que les Français lui auraient même demandé de céder la ville de Goma pour en faire un cas de réfugiés rwandais. Mobutu, je vous ai toujours dit, je ne sais pas si c'est par nationalisme ou par ce qu'on appelle la loi de réciprocité, avait refusé, rétorquant aussi de manière nonchalante aux Français que si ils aiment les Rwandais, il serait mieux de les déporter et les placer par exemple à Lyon, Marseille, Bordeaux, Nice ou dans quelle ville, je ne sais quoi. Donc c'était ainsi. Et la ville de Kisangani tombera le 15 mars 1997. Ça c'est Kisangani entre les mains de l'AFDEL. Et après Kisangani, il fallait maintenant regarder, nous avons pris Kisangani, la province orientale, parce qu'aujourd'hui, dans ce temps-là, il n'y avait pas de province 7, il n'y avait pas 26 provinces, il y en avait 11. La province orientale, ou la capitale provinciale, ou chef-lieu, comme on aime l'appeler ici en RDC, était Kisangani. Après maintenant la chute de Kisangani, il fallait maintenant aller de l'autre côté, vers le Shaba. Pour ceux qui n'ont pas connu l'ère Mobutu, quand nous parlons de Shaba, nous voyons le Katanga, le grand Katanga. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire au Katanga? Parce qu'il y a un défi. La guerre, qui n'est pas seulement politique, la guerre est aussi et surtout économique. Parce que sans l'économie, la politique ne fait rien. Quand vous laissez Katanga, il faut prendre par exemple le Kasaï. Parce qu'il faut voir la ville de Mbujimaï, qui est la capitale diamantifère. Parce qu'il faut voir le diamant du Kasaï. Et aussi Lubumbashi, qui est la capitale qui préfère. Et l'offensive sera maintenant orientée vers le Katanga, le Shaba à l'époque. Les phases. Déjà le 31 mars, les phases ont perdu la base de Kamina. La base de Kamina leur sera ravie par l'AFDEL le 31 mars. De quelle année? Nous sommes maintenant en 1997. J'y vais lentement et sûrement. Prenez votre bloc-notes, votre agenda, notez. Ça, c'est l'histoire de votre pays. J'ai toujours condamné ces sentiments anti-patrie qui consistent à vous faire croire que ce qui se passe chez vous n'est pas bon, mais ce qui se fait dehors vient du ciel. Et je ne sais pas si c'est par snobisme ou quoi, mais avant d'étudier les choses les plus lointaines, il faut commencer par étudier les choses les plus prochaines, les choses qui sont proches de vous. N'est-ce pas que la pédagogie même dit que l'enseignement doit être gradué, c'est-à-dire aller du proche à l'éloigné, du facile au difficile, du concret à l'abstrait. Chers tous, avant d'étudier la France, les États-Unis, la Chine, étudions d'abord notre chère patrie. C'est ce sentiment-là qui nous a amenés à prendre, le cas de cette mission, le Congo, mon pays, votre pays, le mien. Je l'aime beaucoup. Mon Congo, à moi. Maintenant, l'offensive au Shaba. La situation début avril 1997. Je vous ai dit que déjà au mois de mars, la base de Kamina est partie. Est ravie aux phases. Maintenant, Lubumbashi est en difficulté. L'Alliance s'empare de Mbujimaï, la capitale du Kasaï oriental, ou chef-lieu comme vous le voulez, le 5 avril. Situation avril.
Mbuji-Mayi tombe aux mains des rebelles le 5 avril 1997. Je vous ai parlé de la célérité, la vitesse dans les opérations. Comment il a pu récupérer les villes une après une? Non, mais la question que l'on s'est posée, c'est celle-là. Est-ce qu'ils étaient héliportés, c'est-à-dire portés sur les hélicoptères? Je ne sais pas. Mais il n'y avait pas cette hypothèse. Ils n'ont jamais été héliportés. Mais c'était quoi en fait? La faiblesse de l'armée zaïroise. C'était déjà la chute du grand léopard Mobutu. Le 5 avril 1997, Mbuji-Mayi tombe, capitale du diamant. N'oubliez pas que dans cette ville, on trouve l'amiba minière de Bakwanga. C'est très stratégique, la prise de Mbuji-Mayi. Lubumbashi, qui est la deuxième ville du pays. Je vous ai dit que Kisangani c'était la troisième. Lubumbashi, qui est la deuxième ville du pays, la capitale économique même, tombe le 8 avril. Regardez, intervalle de combien de jours? 3 petits jours. J'ai dit bien 3 petits jours. Mbuji-Mayi tombe le 5 et Lubumbashi le 8. C'est grave. Donc il n'y avait même pas d'affrontement, il n'y avait même pas de combat. Donc il était en question de récupérer les villes une à une. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Et alors, puisque Laurent Désiré Kabila a déjà le diamant, il a déjà le cuivre, et alors il devient encore plus fort. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas encore prêté serment. Il n'est pas encore à Kinshasa, mais il commence déjà à négocier avec des partenaires extérieurs. Par exemple, Sonia McLean, qui était la représentante députée américaine. Alors que Lubumbashi deviendrait la capitale du mouvement rebelle du Congo, entre guillemets, dans cet état-là. Parce que Laurent Désiré Kabila va commencer à négocier avec les partenaires extérieurs. C'est-à-dire, il savait, ce sont eux qui l'avaient soutenu et il savait que irrémédiablement, la chose ne va plus prendre d'autres tournures. Donc, nous sommes à Lubumbashi maintenant. Mais après avoir fait payer les hommes d'affaires locaux, Kabila signe le 16 avril 1997 un contrat avec l'American Mineral Field, qui est une usine de production minière à Lubumbashi. Il va signer un accord là-bas. Mais les représentants de Bill Goldman vont encore signer qui est la First Bank of Boston, donc la première banque de Boston. Vous savez, Boston, c'est une ville américaine. Il signe encore des accords avec eux. Une manière pour lui d'avoir la même mise sur les produits. Mais ces Occidentaux, les Américains, étaient derrière Kabila. Donc, ce sont eux qui l'ont amené, si on peut le dire. Mais comment il y a un président qui est à Kinshasa, Mobutu, et les mêmes Américains qui ont prétendu soutenir Mobutu, coopèrent déjà avec le rebelle passé. Il était rebelle, là on ne peut pas se voler la face. Comprenez que l'homme blanc, je ne suis pas contre les blancs. Seulement, s'ils viennent au Congo, c'est pour leurs intérêts. C'est pour leurs intérêts. Un point. C'est comme ça. Et alors, puisqu'il a déjà pris Lubumbashi, Lubumbashi deviendra de facto la capitale du pays. Parce que c'est lui qui donnait les ordres là-bas. Il a Kisangani, il a le Nord Sud Kivu, le Maniema, le Kasai, le Katanga, et voilà. Toute la partie est, le centre, est entre les mains des rebelles au mois d'avril. On continue. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ce bout de temps qui va nous rester? Chers tous, je vois quelques messages qui tombent ici. On va devoir essayer de lire, mais le temps vraiment. Le message ici, bonsoir, s'il vous plaît. Que nous dit l'article 5 et 6 de la Constitution? Quelle Constitution? Bon, la question est aussi vague que ça. Quelle Constitution? Parce qu'il y a des constitutions et des constitutions. Est-ce la Constitution de la République démocratique du Congo, qu'on appelle affectueusement la Constitution du 18 février 2006? Est-ce la Constitution de Loulouabourg? Est-ce la bon, voilà. Il n'y a pas moyen de répondre parce qu'il n'y a pas de précision. Effondrement des dernières résistances pro-Mobutu. Nous sommes maintenant la fameuse bataille de Kenge avant la prise de Kinshasa. Parce que pour arriver à Kinshasa, les seuls fronts de bataille où il y a eu vraiment une résistance farouche des pro-Mobutu contre les rebelles de la FDR, c'est la bataille de Kenge.
tous les amis militaires qui nous suivent, les policiers, les agents de sécurité, les intellectuels tout court, parce que dans le cadre de cette émission, je reste plus scientifique que ça. Je ne fais pas de récupération politicienne ou quoi que ce soit. La bataille de Kenge maintenant. Nous sommes situation fin avril. Les Angolais et l'AFDEL sont à Kikwit. Ils ont déjà pris Kikwit. Et le dernier obstacle vers Kinshasa est la cité de Kenge. Ils sont déjà à Kikwit. Dans ce temps-là, c'est la province de Bandundu. Ils sont à Kikwit. Mais pour parvenir à Kinshasa, l'obstacle le plus monstrueux qui leur reste, c'est la cité de Kenge. Et là, la cité de Kenge a eu la chance d'être connue dans l'histoire de la RDC par rapport à ce conflit de la première guerre du Congo, où on a parlé de la fameuse bataille de Kenge. Bataille de Kenge, bataille de Kenge. Maintenant, puisqu'il y avait une résistance à Kenge, il n'y a pas moyen de prendre directement Kinshasa. Une branche de l'AFDEL investira à Ror Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. C'était au mois de mai, un certain 13, 1997. Mais ils n'avaient pas envie de venir en Mbandaka faire quoi? Parce que la mission, c'est la capitale. Mais à cause de cette farouche résistance que leur avait imposé les pro-Mobutu, et alors une branche viendra vers Mbandaka. Mbandaka sera alors investi. On a été là, on était obligé de prendre des pièces d'étoffe blanche, signes d'épée, et nous les avons salués comme des héros. Voilà, des Kadogo, venez, soyez en paix, prenez la ville. Bon, en tout cas, on avait scandé des chansons, c'était par peur, ce n'était pas par amour, pour pas peur des représailles. Et c'était comme ça. On était là, moi aussi j'étais dans la ville même, en ce temps-là. J'étais sur place. La bataille de Kenge, à part cette route qui est bourrée, l'UNITA et la DSP vont se positionner pour dire que la mort ou jamais. Et Laurent Désiré Kabila, avec ses forces, les alliés tenteront d'une manière ou d'une autre d'atteindre la capitale par d'autres voies. Parce que Kenge, la route leur était fermée. Les rebelles avaient servi la capitale par d'autres routes, notamment Mbandaka dans la province de l'Équateur. Nous les avons vus ici. C'est ce qui a même occasionné qu'il y ait des Rwandais ici. On a vu comment les Rwandais étaient ici, avec ces sentiments de xénophobie qui avaient régné dans cet état-là. On connaît la suite des événements. Et alors, au mois de mai, le 16 mai, Mobutu rejoint Gbadolité. C'est ce qu'on a parlé de la politique des chaises vides. La politique des chaises vides ne paye pas. Mobutu rejoint Gbadolité. Le 17, il se dirige vers Lomé, au Togo. Exil. C'était pas un voyage. Voyage en non-retour. Et là, 5 jours, l'armée, sa protection rapprochée à Gbadolité, qui n'avait plus de sécurité, qui n'avait plus de ravitaillement, va piller alors la ville de Gbadolité. La ville de Manguier sera pillée. Le 17 mai, sans combat s'il vous plaît. Le 17 mai, la date est fatidique. Le 17 mai, sans combat, Laurent Désiré Kabila prend la capitale congolaise, la ville de Kinshasa. Peter Biako, secrétaire permanent, la question est celle-ci. Comment et pourquoi l'armée zaïroise de l'époque avait dit emballer, faire ses valises pour laisser la place aux forces de Laurent Désiré Kabila? Oui, la réponse est d'abord celle de savoir que tout régime considéré porte en lui-même les germes de sa propre destruction. Ça, c'est la première réponse. De même que dans une vie humaine, il y a l'origine, l'apogée et le déclin. L'homme est né, grandit et meurt. L'ère de gloire de Mobutu était à sa fin. Et alors, l'armée qui n'était pas organisée parce que Mobutu n'avait plus de moyens et ne devrait que céder par panique d'abord, parce qu'il n'y avait même pas d'affrontement devant les forces de l'AFDEL. Parce qu'ils étaient soutenus par la plus grande puissance qui était derrière, les États-Unis d'Amérique. La France, qui est une des nations les plus fortes au monde à cause de son armée, était derrière. Le Rwanda,
l'Ouganda, l'Angola. Donc vous allez voir qu'en tout cas, Mobutu était encerclé et isolé internationalement. Sur le plan diplomatique, Mobutu était isolé. Donc ça c'est la réponse à cette question. Il y a encore une autre question ici. Vous avez dit que l'AFDEL n'était pas le mouvement de Kabila. Alors nous aimerions connaître l'auteur du mouvement. C'est Meyer Edela depuis Mbandaka. Oui, merci Meyer Edela Mbandaka, cher Mbandake. Je l'ai dit en connaissance des causes. Laurent Désiré Kabila, comme je l'ai dit, je le répète et je m'assume, n'était pas l'auteur du mouvement AFDEL. Et si peut-être vous nous prenez en cours de route, parce que même depuis les émissions précédentes, on dit que les tout parts des accords qui ont été signés, il y a eu une réunion à Kigali au bureau de Jam Kabarembe. Alors, ils étaient là, il y a eu Diogracias Bouguera, ils étaient nombreux, ils ont signé, c'était un mouvement d'ensemble. Et alors lui, il a eu la chance d'être naturellement congolais, décent, parce que le Congo applique les jus sanguinis, les droits du sang. Et il a aussi la réputation d'avoir combattu Mobutu depuis des lustres, depuis des décennies. Et alors on dit, toi tu prends le leadership comme porte-parole. Mais tout le monde le sait, même Yoweri Kaguta Museveni ne cessait de le dire, que Kabila était un piètre organisateur. Il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu. Mais c'est grâce cette fois-ci avec le concours des autres. Donc soyez rassurés que Kabila n'était pas lui-même l'auteur de l'AFDEL. En tout cas, c'est noir sur blanc, scientifiquement démontrable. Donc c'est un peu ça. Des questions, il y a des messages qui tombent. Qui est Zam Kabarembe? Berthe Mambiko. Je l'ai dit, aujourd'hui, au moment où nous parlons, Jam Kabarembe est le chef d'état-major de l'armée rwandaise. Jam Kabarembe était le jeune officier qui avait présidé la réunion qui a consacré la descente aux enfers de la RDC. Jam Kabarembe était le directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila. La donne va dégénérer lorsqu'il va le limoger. Le limosage de Jam Kabarembe était une insulte au Rwanda. C'est ce qui a dégénéré avec l'opération Boma Rwandais, Tika Nyoka, dont vous savez un peu la suite. Donc c'est un peu ça qui était Jam Kabarembe. Il y a trop de messages, mais l'État aussi nous prend vraiment au piège. Mais on avance, chers téléspectateurs, auditeurs. Alors, Kabila prendra Kinshasa le 17 mai, mais il sera investi officiellement président de la République démocratique du Congo le 20 mai 1997 et change directement le nom du pays. Et alors, Mobutu mourra le 7 septembre 1997. Tous les Congolais, les élèves, beaucoup connaissent au moins l'idée, ont l'idée sur la date de l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa le 17 mai. Mais la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila le 20 mai. Voilà un peu cette avancée. Je vous ai parlé de la sérénité avec laquelle les opérations se sont poursuivies jusqu'à atteindre la capitale de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, si je peux me résumer pour vous permettre de saisir ne fût-ce que l'essentiel. J'ai dit ceci. Réunion à Kigali au bureau de Jam Kabarembe a consacré la descente aux enfers de la République démocratique du Congo. Le 18 octobre, création de l'AFDEL. Le 23 octobre, accord de l'Emera. Le 25 octobre, la prise d'Ouvira. Le 29 octobre, Bukavu tombe. Le 25 mai 1997, la chute de Kisangani. Le 31 avril, le 31 mars, voulais-je dire, Kamina la base tombe. Le 5 avril, Mbujimaï tombe. Le 8 avril, c'est la prise de Lubumbashi. Le 29 avril, c'est la prise de Chikapa, qui était là, chef-lieu de Kassai occidental. Le 13 mai, prise de Mbandaka. Le 16 mai, Mobutu quitte capitale pour Bado. Le 17 mai alors, l'AFDEL entre à Kinshasa. Le 20 mai,
Kabila prend officiellement le pouvoir. Le 23 mai, Mobutu quitte Lomé au Togo pour Rabat. Et le 7 septembre 1997, Mobutu meurt. Voilà pour mes résumés de tout ce qu'on a dit. Dans le cadre de votre émission, Le Congo, mon pays, chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous qui nous suivez au moyen de vos radios en modulation de fréquences, la 98.5 MHz, devant le microphone ici, c'était votre habitué serviteur, Moto Yabato, Junior Ifoufa, l'historien chrétien. Et l'émission Le Congo, mon pays de séjour, a porté sur la chute de Mobutu. On a parlé du déroulement de la première guerre du Congo, qui est communément connue par les communs des mortels comme la guerre de la fidèle. C'est comme ça, ce n'est pas mauvais. Même quand vous regardez, partout ailleurs, il y a ce qu'on appelle la guerre Iran-Irak. La guerre Iran-Irak. En fait, ce n'est pas le nom officiel de la guerre. Mais on connaît ça comme la guerre Iran-Irak. Il n'y a pas de mal à ça. Je ne vous condamne pas non plus. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'est par ici que nous sommes obligés de mettre fin à cette émission. En fait, votre émission que vous adorez, que vous aimez, des matières que vous raffolez, que vous mangez sans état d'âme, sur votre histoire, sur votre destinée, parce qu'on est compatriotes. Dans le cadre de cette émission Le Congo, mon pays, les soucis est d'avoir une information parfaite sur votre pays. Et on parlera de la géographie du pays, de l'économie, tout ça, parce que c'est le Congo. Mais permettez-moi de vous remémorer un peu, avoir une touche d'originalité en ce qui concerne l'histoire de notre pays. Eh bien, dans la prise de vie, en tout cas, laissez-moi vous dire que Michel Matela Lomolinette a travaillé comme un robot à la prise de vie, la mise en onde, la régie TV. Merci Michel Matela. Merci Rifemboulolo pour la régie radio. Et merci surtout à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs de la RTZ, la chaîne qui donne la vie, pour votre attention soutenue dans le cadre de cette émission. Et avec vous, on se retrouvera le dimanche prochain à la même heure pour un prochain numéro. Bye. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour supporte tout.